Bonjour et bienvenue sur Mediapart. Nous recevons les auteurs du documentaire Mai 68 n'a pas duré qu'un mois, un documentaire que vous pouvez trouver sur notre site et sur notre chaîne YouTube. Avec moi, il y a donc Olivier Besancenot, Florence Joshua et Tancred Ramonet qui ont travaillé tous les trois collectivement sur cet objet documentaire, sur ce retour sur Mai 68. Alors la première question c'est un peu provocatrice, c'est pourquoi encore un documentaire sur Mai 68 pourquoi ce besoin de le faire et quelle originalité vous espérez donner à cette série d'entretiens qu'on peut regarder un par un ou tous à la suite? Pourquoi pas, je dirais surtout. Pourquoi pas nous parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de documentaires, beaucoup de traitements politiques divers et variés qui ont été faits des 50 ans de mai 68 et en réalité on a peu donné la parole, en tous les cas de façon filmée, à ceux et celles qui n'ont pas trahi leurs idéaux. Voilà, et on pourrait croire que sur les 10 millions de grévistes de 68, finalement, médiatiquement, il n'y a eu que 2 survivants, c'est-à-dire Goupil et Cohn-Bendit, ce qui statistiquement est assez improbable. Politiquement, ça devient assez vite étouffant. Donc on s'est dit que sur un panel qui aurait pu être beaucoup plus large, mais qui s'est fait aussi parce qu'on a fait ça un peu à l'arrache, je crois, enfin c'est une des raisons, en discutant ensemble, un jour tous les trois, on s'est dit pourquoi pas donner la parole à ceux qui n'ont pas tourné leur veste, histoire de montrer justement à tout ce beau monde que tout le monde n'est pas fait forcément du même bois et qu'il y en a pour qui ont été faits ou qui ont été faits par 68, qui ont fait 68 et pour qui ça a été le début d'un engagement qui s'est prolongé alors sous différentes façons. Et effectivement qu'ils n'ont pas renié, ou en tout cas qui a gardé cette coloration progressiste ou d'engagement pour la transformation sociale. Florence, vous qui travaillez beaucoup sur les trajectoires militantes, notamment de la jeunesse, j'imagine que vous avez pu réinvestir beaucoup d'éléments de votre travaux de chercheuse. Oui, en effet. Moi, j'ai participé à une grosse enquête collective. Effectivement, on a travaillé sur les trajectoires de militantes et de militants. Et effectivement, dans le cadre du documentaire, enfin de cette série qu'on a faite ensemble, d'abord pour moi c'était fondamental parce qu'en tant que prof à Nanterre, je vois bien avec mes étudiantes et mes étudiants que c'est très très loin en fait pour eux maintenant. Et donc je pense que c'était important de s'inscrire dans cet anniversaire malgré tout et effectivement de réinvestir toute la dimension qu'on essaye de travailler dans la recherche, c'est-à-dire une chronologie longue. C'est pas mais bon, d'où le titre d'ailleurs qu'on a choisi. Il n'a pas duré qu'un mois. Ouais, voilà, il y a vraiment un avant, il y a une décennie de lutte qui est très importante. Il y a tout ce qui se passe après qu'on sous-estime beaucoup. Et voilà, il y a le fait de décentrer le regard aussi, de ne pas rester juste sur Paris, les étudiants. Donc c'est aussi ce qu'on a essayé de faire. Et voilà, bon, ça je pense que c'est des voix, aussi les 68ards, des 68ards ordinaires qu'on entend finalement assez peu, c'est vrai, il y a beaucoup de porte-parole médiatiques et qui ont des trajectoires, à vrai dire, très exceptionnelles en fait. Oui, peu révélatrices de celle de la des grande millions masse de gens ceux qui se sont retrouvés dans le voilà, qui ont participé, qui se sont engagés et dont les vies ont été durablement influencées par ces événements et qui continuent effectivement à défendre les idéaux qu'ils défendaient à l'époque de manière un petit peu différente, heureusement, mais qui continuent à vouloir changer le monde. Et vous parliez de vos étudiants tout à l'heure. C'est juste qu'ils ne connaissent pas mai 68 ou alors qu'ils lui attribuent des images d'Épinal un peu réductrices? C'est les deux. Je pense que les deux contribuent à faire oublier et à réinterpréter d'une manière très erronée toute cette histoire. Je pense que beaucoup d'entre eux et d'entre elles, à vrai dire, connaissent très mal, voire pas. Et moi, souvent, ils ont un petit peu du mal à me l'avouer, mais quand on discute un peu plus longuement, ils me le disent. Et ils sont très demandeurs et demandeuses. Et justement, moi, je voulais un format qui puisse être très pédagogique. On en a parlé beaucoup, justement, on a réfléchi à comment on pouvait faire ce travail. Je pense que la série, ces épisodes courts qui permettent de plonger dans l'histoire, alors à la fois avec le témoignage vivant, vibrant, très incarné, et aussi les photos d'archives. On a fait un gros travail sur les archives, on a travaillé à partir du fond du photographe Élie Kagan, qui est un reporter photographe qu'on connaît pour les photos du 17 octobre 1961, mais qui a aussi photographié quasiment
toutes les luttes qui ont scandé ces décennies. C'est incroyable, on trouve dans les archives des photos d'à peu près vraiment de milliers de rassemblements, de manifestations, de mobilisations. Il est vraiment en prise avec cette époque contestataire, et donc je crois que ça rend ça très vivant, très du coup compréhensible aussi, certainement beaucoup plus parfois que dans des ouvrages qui sont nécessaires. Pour nous, c'est les fondamentaux, on part de là, mais je crois qu'en tant que chercheurs et chercheuses aujourd'hui, on essaie de trouver des moyens de s'adresser beaucoup plus largement à des gens dont c'est pas le métier, qui vont pas forcément avoir le réflexe de prendre des ouvrages pointus, mais on a des choses à leur dire, on a des choses à leur apprendre, et eux aussi, et elles aussi sont très demandeurs, et notamment à Nanterre cette année, à l'université de Nanterre, qui a été très mobilisée. Et vous avez couvert tout ça. Il y avait vraiment une demande très importante des étudiantes. Sur Parcoursup. Sur Parcoursup. Et sur un projet de loi qui instaure la sélection, une forme de sélection sociale, parce que ce sera ça à l'entrée à l'université. Et donc ça résonnait très fortement avec les mobilisations à Nanterre en 1968. Et puis il s'est passé ce qu'on sait, l'envoi des CRS à l'université. Donc tout ça, ça renvoyait de manière quand même assez frappante et déstabilisante à ce qui s'était passé 50 ans plus tôt. Et les jeunes ont été vraiment profondément bouleversés par ça. Et ils ont été en demande d'informations, de savoir ce qu'avaient fait leurs aînés, quoi, en quelque sorte. Donc, Tancrède, la motivation d'aller sur ce projet, est-ce que c'est aussi, on en parlait un peu avant cet entretien, cette volonté de réinvestir des mémoires parfois un peu recouvertes? Vous avez travaillé sur l'anarchisme avec un documentaire très, très remarqué qui était passé sur Arte sur le sujet. Est-ce que c'est la même volonté qui vous a animé cette fois-là? Oui, alors Olivier Florence le disait, il y a cette idée de faire un peu une histoire par le bas. C'est vrai qu'on interviewe Alain Krivine, qui est un peu la figure parmi les 10 personnes qu'on interviewe, mais vraiment d'entendre et de donner la parole à des gens du rang de 68. Et pour ajouter quelque chose, c'est que dans le contexte des lois antisociales, puisqu'il y avait les lois à ce moment-là sur la sélection à l'université, mais aussi les lois sur la SNCF qui étaient en train de se mettre en place, et puis plus généralement les attaques qui sont faites contre le monde du travail par le gouvernement actuel, il était important de montrer une diversité de parcours militants, de gens qui étaient parfois engagés avant 68, qui se sont engagés à la faveur de 68, ou qui ont poursuivi leur engagement à la suite de 68, et qui venaient, certains de courants libertaires, d'autres de courants trotskistes, d'autres plutôt du PSU, et se retrouvaient dans ces luttes-là pour les mener ensemble, de front, et réussir à mettre en échec, à l'époque, le gouvernement. Et on trouvait que là aussi, il y avait en quelque sorte, dans les questions qu'on leur posait, des réponses qui pouvaient nous être apportées aujourd'hui. Donc oui, il y avait un peu ces deux dimensions-là. Ouais. Et puis certains, je rebondis, certains qui avaient des passés militants différents, et puis certains qui n'avaient pas de passé militant non plus, et que la lutte révèle à eux-mêmes, notamment la dame qui travaille dans les chèques postaux, là, c'est fou, quoi, son histoire. Alors justement, par rapport à ces anonymes-là, entre guillemets, est-ce que Alain Krivine, même Charles Piaget, quand même, LIP, c'est quand même connu, LIP 73, mais comment ces anonymes, vous êtes allés les trouver? Est-ce que c'est des réseaux militants, du bouche à oreille? Comment est-ce que vous vous y êtes pris concrètement? On est allé piocher un petit peu dans effectivement nos différents réseaux. Donc moi, par rapport à mes recherches antérieures, il y a eu aussi des réseaux militants. Donc on a fait fonctionner un petit peu en essayant à chaque fois effectivement de tenir ce qui a été souligné par Tancrède, d'avoir quand même vraiment cette diversité et effectivement notamment des parcours des gens qui sont politisés bien en amont et qui sont quelque part déjà disposés à s'engager fortement dans ces mobilisations, dans les grèves, et des gens comme Gisèle par exemple, où c'est vrai que là le témoignage arrive à faire sentir cette espèce de déflagration incroyable qui est vécue à ce moment-là,
parce que tout à coup, c'est plus des travailleuses qui sont atomisées et écrasées par le travail, la dureté du travail au chèque, comme elle le décrit très bien, mais c'est un collectif qui se révèle à lui-même et à elle-même, en l'occurrence, parce qu'en plus c'est des femmes. Et c'était très important aussi pour nous de mettre en avant l'engagement des femmes dans la série. Oui, il y a un moment où sa voix se noue quand elle dit on était chez nous, c'était chez nous, on était là, on était au travail, mais c'était chez nous. C'est une des plus belles descriptions qu'on peut avoir de l'aliénation qui se fait dans le monde du travail. Aliénation à l'époque dans l'entreprise où effectivement ils sont étrangers à leur outil de travail, presque étrangers à eux-mêmes, étrangers les uns aux autres. Elle le décrit, Piaget le décrit aussi au sein de l'atelier, et évidemment étrangers à ce qu'ils produisent, puisque elle le dit, Gisèle, c'était des tâches rébarbatives, sans aucun intérêt. Et dans la lutte, elle se réapproprie tout. Elle se réapproprie son corps en tant que femme. Elle se réapproprie ce lieu dans lequel elle passe le plus gros de ses journées. Elle se réapproprie ses collègues qui deviennent des amis et des compagnes de lutte. Enfin, il y a une réappropriation et aussi une expropriation. On exproprie le patron. Et on le voit aussi très bien dans le témoignage de Piaget. Et là aussi, mutatis mutandis, ce sont des choses qui peuvent nous parler aujourd'hui sur cette aliénation qu'on vit de manière différente, sur cet éclatement qui est proposé, plus seulement dans la limite de l'atelier ou de l'entreprise, mais plus généralement dans la société, avec cette génération précaire qui est complètement atomisée de petits entrepreneurs qu'on fait, et qui, le moment venu, à la faveur de luttes, comme on a pu le voir ce printemps, se retrouvent et en s'unissant arrivent petit à petit à créer, à se retrouver et à créer ces instants un peu de résistance. Ouais. Je vais peut-être faire rebondir Olivier Besancenot là-dessus, parce que alors peut-être ma question est peut-être un peu théorique, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a effectivement tout ce que vous venez de décrire sur un salariat très fracturé, le retour quasiment au travail à la tâche, à travers certaines nouvelles formes de travail, certaines applications. Et en même temps, depuis ces années-là, les années 68 et post-68, quand même une demande de sens et une demande de démocratisation du travail, même si c'est pas formulé exactement comme ça, qui n'a pas rétrocédé et qui est toujours très vivante dans la population active. Justement, ce qui est intéressant, c'est le fil conducteur un peu qui relie le combat de 68 à ceux d'aujourd'hui. Nous, on n'a pas fait un travail d'historien, on n'a pas fait un travail de chercheur, on a eu des discussions. Tancred avait fait ses travaux et ses films sur l'anarchisme, sur le Che, Florence sur Nous vengerons nos pères. Moi, j'y connaissais rien à ce niveau-là, mais dans les discussions qu'on avait, je crois que la volonté, c'était de donner la parole. Voilà, de donner la parole à 10 personnes, ça aurait pu être plus, mais c'est un panel assez représentatif finalement de ces plaidoyers pour la lutte d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est des belles personnes d'abord, tous autant qu'ils sont et qu'elles sont, et qui parlent de la lutte au présent. Voilà, au-delà justement des modifications sociales, sociologiques, politiques, dont les uns et les autres parlent, parce qu'évidemment il y a eu beaucoup de mutations politiques, entre autres, sur les projets de société, compris du plomb dans l'aile, sur les réactions qui s'en sont suivies, mais sur ce point commun, c'est à quel point l'irruption à un moment donné sur la scène sociale et politique de centaines de milliers de personnes rend les gens méconnaissables. Voilà, et ça les a transformés, d'où les scènes extrêmement émouvantes, en effet, quand la chaîne de l'aliénation rompt. Voilà, quand Gigi en parle, elle parle en effet de son aliénation et de ce processus de réappropriation qui, je crois, qui parlera aussi bien au livreur de pizza qu'à la caissière de supermarché, qu'à celui ou celle qui travaille dans le secteur hospitalier, qu'à un cheminot ou un cheminote. Et je crois que c'est ça qui est vraiment le plus parlant dans tout ça, c'est ce plaidoyer vibrant pour dire qu'à un moment donné, il n'y a que par là finalement que le processus peut arriver. Notre rencontre aussi, nous on vient d'horizons différents, des points de vue parfois différents mais pas si éloignés, et ceux et celles à qui on a donné la parole, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire cette jonction vue par le bas avec des témoignages extrêmement généreux. Je pense notamment au témoignage de Charles Piaget qui est celui en effet qu'on connaît comme une des figures du mouvement autogestionnaire pour le grand combat symbolique de l'usine LIP à Besançon en 73, c'est l'histoire qu'on connaît le plus. Mais lui, en revenant à 68, il explique à quel point des choix précis, on parlait de démocratie, des choix précis qui ont été faits collectivement en 68 expliquent le mouvement collectif qui existait en 73. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui peut rester
à la fois en termes d'arrêter de se regarder le nombril, par exemple, enfin tout ce qui peut, enfin là je le dis d'un point de vue un peu orienté, on va dire, tout ce qui peut gangréner aujourd'hui un peu le mouvement ouvrier, la gauche radicale, à se regarder le nombril, à penser que la solution serait dans les frontières, reprendre aussi un peu de la distance par rapport à ça, en donnant la parole à Gilbert Pagot, par exemple, pour expliquer que finalement, mai 68 a peut-être commencé dans les Antilles un an avant, en mai 67, avec ce mouvement de répression qui a été connu là-bas, ce mouvement internationaliste. On ne peut pas comprendre 68 si on comprend pas, si on n'a pas une vision internationaliste des choses. C'est-à-dire, c'est bien beau de rappeler qu'en effet, il n'y aurait pas eu 68 si une génération s'était pas politisée au moment de la guerre d'Algérie. Sauf que quand on rentre dans le détail par plusieurs témoignages, on comprend que cette génération qui s'est politisée au moment de la guerre d'Algérie, elle militait pas simplement pour la paix en Algérie. Elle militait pour l'indépendance de l'Algérie, c'est-à-dire pour la défaite de son propre gouvernement. Il y en a combien aujourd'hui dans le mouvement d'émancipation qui sont prêts à avoir ce niveau d'exigence contre leur propre impérialisme dans la France-Afrique, par exemple, je pense à ça. Donc voilà, c'est ce qui est intéressant. Enfin, pour moi, c'est ces espèces de fils conducteurs qui nous ramènent à aujourd'hui. C'est pas passéiste qu'on a cherché à faire. Je sais pas si c'est réussi, mais en tous les cas, on l'a pas fait avec cette optique-là. Non, et ce qui, je trouve, fait penser aussi à la situation contemporaine, ou en tout cas donne des billes de réflexion, c'est cet équilibre entre d'un côté des formes de libération individuelle, on se découvre, mais qui sont toujours inscrites dans des expériences collectives. Et en fait, il m'a semblé que ces témoignages montrent à quel point, mais ces coupures souvent radicales qu'on fait dans le discours entre le collectif, l'action de groupe et puis l'individualisme narcissique, en fait, n'a pas vraiment lieu d'être. Et Dieu sait si mai 68 a été réinterprété de cette façon-là, en disant que c'était le début de la grande vague narcissique qui empêchait tout projet politique d'ensemble. Moi, j'ai trouvé que c'est très fort dans les témoignages. Je sais pas si ça vous a frappé aussi. Mais... Effectivement, l'émancipation individuelle, elle se conquiert quand même beaucoup collectivement. Et ce que montrent tous les témoignages, c'est que il y a cette espèce de dialectique, qui d'ailleurs s'arrête pas, qui est permanente, entre cette mobilisation collective qui tout à coup rompt des chaînes effectivement d'aliénation au quotidien dans le travail, mais pas seulement, tout ce qui casse du point de vue de l'ordre social patriarcal, etc., etc. Et où effectivement c'est collectivement que ces personnes ont trouvé la force de s'organiser ensemble et de se révéler à eux-mêmes et à elles-mêmes. Et donc en retour, on voit aussi comment des individualités ont joué leur rôle à certains moments, ont tout à coup eu des fulgurances, ont pris la décision de lancer telle idée importante qui va faire qu'à un moment donné, on pourrait très bien fabriquer, vendre et puis se payer et on relance la production. Enfin voilà, c'est toutes ces là c'est l'IP, donc c'est un petit peu plus tard, c'est le moment autogestionnaire de 73, mais on voit bien dans tous ces moments de 68 comment il y a des milliers de décisions comme ça individuelles mais qui sont portées par une force collective et que c'est cette dialectique là qui fait que ça fonctionne et qu'il y a de l'émancipation à la fois individuelle et collective qui se met en œuvre Par ailleurs, pour aussi répondre à la question, il y a une réécriture a posteriori de 68 qu'on limite à une espèce qui aurait été un moment de libération des corps, d'affirmation, d'affirmation de soi. Alors d'abord, la série montre qu'elle est totalement réécrite a posteriori, puisqu'on a le témoignage de beaucoup de femmes et on tenait à entendre aussi la parole des femmes sur le mouvement des luttes des femmes dans 68 et qui raconte bien que 68 n'est pas un moment de lutte féministe. Ouais. Les luttes féministes viendront après. Dans 68, on est vraiment dans un moment de grève générale et de marche peut-être vers une forme de socialisme plus abouti ou de communisme anti-autoritaire. Enfin, bon. Et je crois ensuite qu'il y a une sorte dans l'échec de 68, à partir des années 80, il y a une réécriture de 68 et le capitalisme, en quelque sorte, ou le système, récupère l'écume de 68, la met en valeur, et donc ça va être essayer de donner du sens au travail, ça va être de faire croire à une démocratie dans le cadre du travail, qui ne serait pas d'ailleurs une démocratie syndicale, mais une démocratie où chacun pourrait proposer son petit projet, son petit aménagement,
en individualisant bien tout, en remplaçant les termes qui étaient des termes d'avant par des termes nouveaux. On va parler du projet de chacun, de sa manière de s'épanouir dans son travail, etc. Et donc, c'est aussi l'effet de 68, en quelque sorte. Et la manière qu'on a de le raconter et de le mettre en valeur est aussi son dévoiement. On voit bien qu'au moment de 68, la critique est radicale, elle est totale, elle vient des étudiants, elle vient du monde ouvrier, elle vient des villes, elle vient aussi des campagnes et même des colonies, et que c'est l'exigence d'une justice sociale ici et maintenant qui s'affirme avec des idées de démocratie directe, enfin tout ce qui sont les mots d'ordre de 68, quoi. Et est-ce qu'il n'y a pas dans la collection de ces témoignages un message, je vais dire caché, mais pas vraiment caché, c'est-à-dire qu'effectivement vous montrez que, contrairement à ce que disaient certains éditorialistes à l'époque, la France ne s'ennuyait pas, donc ça bouillonnait socialement. Il y a une autre historienne qui est Ludovine Bantini qui le montre bien dans un de ses bouquins, et elle a été reçue ici par nos amis les détricoteuses. Mais voilà, qu'il y avait déjà des ferments de cette explosion que personne n'avait vu venir, évidemment. Et je crois que dans le petit rap d'intro, il y a cette phrase « Moi, je veux bien signer pour un nouveau mai 68 ». Est-ce que le message, c'est pas de dire peut-être que les luttes actuelles, bon là on se parle, on est début juillet, il y a un certain nombre qui ont un peu perdu en intensité par rapport aux projets gouvernementaux. Est-ce que le message, c'est pas de dire voilà, peut-être que là l'intensité a baissé, mais que c'est toujours des ferments et des bases pour des rebonds ultérieurs. On n'a pas avancé cagoulé dans l'histoire, c'est-à-dire qu'on assume la volonté de faire ce documentaire aussi comme un appel parmi d'autres à pas lâcher l'affaire, à continuer le combat, quoi qu'il en soit, quels que soient les hauts et les bas d'une lutte. Ce qui est intéressant quand on se repenche justement sur 68, c'est de comprendre les hauts et les bas, puisque si 68 n'a pas duré qu'un mois, c'est comprendre qu'il y a eu un méchant retour de boomerang juste après cette grève générale inédite dans l'histoire du mouvement ouvrier en France, où il y a eu 9 à 10 millions de grévistes et il y a eu une vague bleue au moment des élections. Puis finalement, on va avoir une décennie les élections de juin 68. De juin 68, où la droite va gagner haut la main. Et puis finalement, après ces élections, la messe n'est pas dite, l'histoire continue, l'histoire de la révolte, l'histoire pour le mouvement d'émancipation continue, y compris les rebonds de 68. Parce que ce qui est intéressant quand on se repenche sur 68, c'est comprendre à quel point l'émancipation, c'est comme un fou rire, c'est contagieux. C'est-à-dire que quand une catégorie qui est victime de l'ordre dominant commence à s'émanciper, en général, toutes les autres catégories qui l'entourent, y compris pris individuellement, cherchent à s'affranchir de toutes les formes de servitude. D'où le mouvement pour les droits homosexuels, d'où le mouvement féministe, d'où les questions écologiques, même si ça vient comme des effets différés. Et je crois que ça, c'est d'une criante actualité dans le sens où aujourd'hui, il ne faut surtout pas avoir peur, au-delà même de la convergence des luttes, de l'alliance des différents motifs d'émancipation qui fait que concrètement, même si en effet, c'est pas du tout de l'envergure de 68, ce qu'on a connu là à ce printemps, c'est des alliances de fait entre des cheminots, des militants de quartier, des étudiants, des lycéens, et que ça, c'est des choses qui sont longues et qui en disent long sur le nouveau sujet social, parce que moi, il y a quelqu'un qui me manque toujours cruellement, qui était un ami, un camarade, Daniel Ben Saïd, qui, quand il se repenchait sur l'histoire de 68, expliquait que si on veut comprendre que c'était la plus grande grève générale de l'histoire de France, fallait comprendre que, par exemple, il y avait eu des millions d'employés qui avaient fait la grève à ce moment-là, et qui s'étaient joints au rang de millions d'ouvriers. C'est-à-dire que pour la première fois, on dépassait les rangs numériques de la classe ouvrière qui avait fait tous les combats qu'elle avait menés au 19e, au 20e, 1936 inclus. Et que de ce point de vue-là, pour lui, 68, c'était pas tant la dernière grande grève générale de ce cycle politique et industriel-là, c'est-à-dire du 19e et du 20e, que la première grande grève générale du 21e siècle. Un événement précurseur d'un nouveau type de prolétariat qui a fait finalement que se confirmer de ce point de vue-là. Si on rejoint toutes les questions que vous posiez tout à l'heure sur l'augmentation de la précarité, sur le fait qu'on a de plus en plus de diplômés, que ça s'est féminisé, que ça s'est rajeuni. Donc ça, c'est des questions stratégiques qui doivent nous faire, à mon avis, cogiter, quoi. Là, par exemple, sur les témoignages, on fait aussi des chassés-croisés pour redire justement que c'est pas simplement la version qu'on a été faite, ça aurait été que le mouvement du quartier latin. Bah non. Ça a été en effet des étudiants qui ont été à la rencontre des ouvriers de Billancourt, mais là on a un témoignage par exemple qui est celui de Michel qui lui se retrouve jeune apprenti de quelques semaines simplement à Renault-Billancourt avant que la grève générale ne débute. Et lui il raconte, vu de l'intérieur, sous hégémonie communiste, comment finalement lui il a envie d'être en phase avec cette génération qui fait
reculer l'État fort. Et là aussi, cette thématique, elle est intéressante parce que chez les ouvriers, ça les, visiblement, enfin chez certains d'entre eux, on ne va pas généraliser, mais ça les fait vibrer de dire qu'il y a des étudiants qui ne reculent pas, voire qui avancent, pour reprendre la formule de certains. Et ça aussi, c'est important de casser un peu les rapports de force politique qu'on s'est peut-être qu'on a un peu trop intériorisé d'un point de vue militant parfois. C'est-à-dire dans le rapport à l'État ? Dans le rapport à l'État, dans le rapport aux dominants, sur le thème qu'on a un rouleau compresseur face à nous, que c'est vrai qu'ils enquillent leur contre-réforme sur leur contre-réforme, que ça fait 10 ou 15 ans maintenant qu'on n'a pas connu, en réalité depuis le contrat de première embauche, on n'a pas eu un mouvement de rue 2006, de 2006 qui a été capable de stopper le gouvernement. Donc du coup, je vois bien autour de moi, ça commence à psychoter, ça commence à théoriser sur le thème si ça marche par là, va falloir faire autre chose. Et autre chose, c'est quoi ? Pourquoi pas un bon présidentialisme de gauche ? Moi, je crois pas à ça. Je crois qu'on ne peut pas comprendre l'histoire d'émancipation si on ne comprend pas qu'il y a ce rapport dialectique, pas simplement entre les individus et les collectifs, mais qui se traduit par une vie particulière, qui n'est pas propre qu'à la France, mais qui est une vie politique extra-parlementaire. Mais pardonnez-moi, du coup, voilà, on s'éloigne peut-être un peu mais là, je suis parti, du cœur de mai 68. Non, mais je pose la question parce que effectivement, c'est le thème, les grèves, les manifs. En fait, ça ne gagne plus, quoi. Ça ne rend plus victorieux parce que les gouvernements laissent pourrir au fond les mouvements. Et ils ont à la fois des moyens de coercition qu'ils utilisent à plus ou moins haute intensité en disant, voilà, on arrivera à nos fins. Mais est-ce que c'est quand même pas une vraie question dans le sens où mai 68, tous les acquis après le mouvement l'ont été dans une période de très forte croissance, dans une période où c'était l'affrontement des blocs, où il y avait quand même le bloc communiste en face qui incitait peut-être le patronat et les gouvernements à pas forcément aller à l'affrontement dur. Mais qui n'incitait pas pour autant à la pousser des barricades. On peut pas dire ça. Non, non, effectivement. Mais voilà, est-ce que justement on n'a pas une période plus dure où les mouvements ont affaire effectivement à un État qui est plus coercitif, quoi, et qui a moins d'incitation à écouter les revendications d'en bas. Oui, mais justement, je crois que le propre du sujet qu'on a, très, très rapidement, c'est qu'il n'y a pas de règle. Tous ceux qui vont théoriser le bon moment qui va susciter le mouvement de masse, je pense qu'ils se plantent. Parce que j'ai des bonnes raisons de ne pas faire grève. Moi, je connais que ça. Depuis que je suis à la Poste, des gens qui, en Assemblée Générale, te disent en 68, personne n'avait de crédit, personne n'était tenu par les banques. Moi, j'entends que ça. C'est indéniable. Dans le même temps, le capitalisme, il est beaucoup plus fragilisé aujourd'hui qu'en 68, précisément, pour les mêmes raisons. Il est pris par sa crise interne de surproduction, de suraccumulation, avec les explosions spectaculaires qu'on a connues, ne serait-ce qu'en 2007-2008. On nous a parlé de crise systémique, d'un système qui pouvait s'effondrer de lui-même. Donc on a compris qu'il ne s'effondrera pas de lui-même, mais qu'en tous les cas, il est particulièrement fragilisé. Donc ce qui est présenté comme une force, ça peut être aussi compris comme une faiblesse. De la même manière, l'appareil répressif, oui, bien sûr, l'appareil d'État, il a beaucoup plus de moyens aujourd'hui de contrôler, de surveiller, d'encercler. En même temps, l'usure du pouvoir vient beaucoup plus rapidement aujourd'hui qu'en 68. Le fameux slogan dont ils nous parlent tous, 10 ans, ça suffit. Aujourd'hui, faut pas attendre 10 ans pour que ça suffise. Donc, il y a pas de règle. Il y a des éléments à prendre en tant que tel. Et la question, c'est de savoir si on cherche à faire en sorte que la mayonnaise prenne, quoi. Paradoxalement, quand on écoute les témoignages, ça renvoie aussi quand même à une chape de plomb, quoi. Quelque chose, justement, sur l'état fort. Ça revient beaucoup, Charles Piaget en parle, Michel Lautroux en parle. Et aussi, effectivement, cette situation qui semble complètement bloquée. Voilà, ça relativise aussi, puisque... une des conclusions de la cerise, c'est que mai 68 a bien eu lieu et que c'est possible. Voilà, ça, c'est sûr. Évidemment, la situation change et mais il y a quand même quelque chose, je trouve, là-dedans qui renvoie aussi à ce sentiment d'une incapacité à agir, à des situations personnelles, professionnelles où on subit, voilà. Et il se passe une mobilisation politique et sociale d'une ampleur exceptionnelle qui fait bouger les lignes, qui fait bouger les choses. Et effectivement, après, c'est un rapport de force, une lutte qui se mène. Et voilà. Mais je trouve que ça, c'est quelque chose qui ressort de manière assez forte des témoignages. C'est qu'il se passait des choses, bien sûr, ça bougeait, ça contestait, mais il y avait là aussi une situation de blocage forte, un pouvoir, voilà, où la plupart des gens, quelques mois auparavant, la plupart des gens n'auraient jamais imaginé qu'il se passe ça.
Donc voilà, ça c'est aussi un des enseignements, je pense, qu'il faut avoir à l'esprit. Moi, je voudrais ajouter une petite chose, c'est la série que nous avons faite donc, au moment où avaient lieu les manifestations, et notamment le 1er mai 2018, montre aussi la schizophrénie, enfin la séquence qui s'est passée montre la schizophrénie aussi du pouvoir qui est en place. C'est-à-dire que dans le même temps, on commémorait mai 68, donc les barricades joyeuses, l'occupation du quartier latin, la grève générale, etc. Et dans le même temps, on criminalisait les manifestants, on envoyait des forces de police autrement plus armées que celles qui avaient été envoyées en 68, avec des utilisations de gaz d'une violence rare, des tirs de grenades à explosion, des gens étaient blessés, choqués. Et une critique médiatique généralisée de tout le mouvement de grève. Et donc, c'est quand même assez incroyable, et ça devrait jeter, normalement, le discrédit sur l'ensemble de l'arsenal qui est mis en place par le pouvoir pour se protéger. Cet arsenal qui est médiatique, on n'a jamais eu autant une presse qui commémore 68 5 ans avant, mais en revanche accable le mouvement social sous toutes ses formes, que ce soit à la ZAD, dans le moindre mouvement un peu d'énervement dans une occupation d'usine, mais aussi dans les grandes manifestations, en montant en épingle de voitures brûlées, que ce soit dans les techniques ou les tactiques de lutte, alors la grève perlée, la grève pas perlée, qui sont critiquées, et on met tout en œuvre pour essayer de casser ce mouvement. Là, jusqu'à demander de payer les jours de grève non faits, etc. Enfin, je trouve que ça aussi, c'est assez incroyable, et ça en dit beaucoup sur les stratégies qui sont mises en œuvre aujourd'hui et sur la défiance qu'on devrait avoir à l'égard de ce pouvoir qui est capable de tenir deux discours différents sous prétexte qu'il parle de deux époques différentes. Nous qui ne sommes pas schizophrènes, nous envisageons de la même façon ce qui a été fait en 68 et que ce qui a été fait au printemps et que ce qui doit être fait. C'est-à-dire le rassemblement des forces, disons, favorables au changement et le fait que ce soit par les urnes ou par la rue, la possibilité d'un changement politique total et radical, quoi. Peut-être avant de se quitter, si vous avez un témoignage ou un morceau de témoignage dont on n'a pas parlé et qui vous a marqué pendant le tournage et que vous pouvez juste mentionner pour donner envie à ceux qui nous écoutent d'aller regarder sur. Je rappelle que le documentaire peut être vu sur notre site et puis sur notre page YouTube en accès libre. Peut-être je commence par vous, Florence. Bon, moi, j'ai été très, très bouleversée par le témoignage de Charles Piaget. Bon, pour tout ce qu'il raconte de ce qui s'est élaboré collectivement ensemble à l'IP, mais aussi parce que à plein de moments, ça me parlait d'aujourd'hui. Ça me parlait vraiment des mobilisations actuelles, des mobilisations étudiantes que j'ai suivies beaucoup cette année, des mobilisations effectivement à la ZAD. Et je crois que c'est Tancred qui avait présenté ça un petit peu sous cette forme-là, c'est-à-dire qu'il conclut son entretien. Franchement, je pense que les habitants de la ZAD s'y retrouveraient complètement. C'est-à-dire qu'en gros, il appelle à créer des pôles de résistance et d'organisation, à s'organiser partout, dans les quartiers, dans les lieux d'études, dans les entreprises, là où on vit, là où on est, et à commencer dès maintenant, en fait, sans attendre à la construire, cette société plus juste, plus égalitaire, plus émancipatrice. Et donc, voilà, enfin, cette espèce d'auto-organisation un petit peu partout, de créer des lieux aussi de contre-pouvoir, où on commence à élaborer la société qu'on souhaiterait voir advenir assez rapidement maintenant. Voilà, ça m'a beaucoup marqué. Olivier Besancenot.
Un moment du documentaire? Des moments, il y en a plein, surtout quand on a passé le temps qu'on a fait à le faire. Il y en a 10 000 en off et en... non, mais je dirais un couple improbable entre deux personnages qu'on a choisis, qu'on n'a pas choisis pour être ensemble. C'est François Sabadoh, qui est donc un lycéen à l'époque, qui était militant de la JCR et un des dirigeants de la Ligue communiste révolutionnaire, et Claire Ozias, qui est une militante anarchiste, qui en général pas la langue dans sa poche, et à propos des trotskistes ou d'autres mouvances marxistes, mais qui ont en commun finalement de pas se prendre au sérieux. J'espère que ça va pas, c'est pas du tout péjoratif, c'est-à-dire qu'ils ont à la fois des certitudes politiques très très fortes, des convictions inébranlables et qui donnent une énergie extraordinaire à l'heure où on voit qu'il y a tellement de politiciens qui nous poussent à la résignation, et qui en même temps sont remplis de doutes et qui revoient y compris leur propre période avec des mots similaires sur la disproportion de ce mouvement de jeunesse qui parfois s'adressait aux travailleurs un peu de façon hautaine, déplacée, et il y a ça, et avec en prime François Sabadoh qui suggère aux jeunes générations et aux lycéens, sans le savoir, un instrument pour résister à l'administration que je vous laisse découvrir. Bon, voilà. Très bien. Un dernier mot qui n'est pas dans la série, qui concerne Claire Ozias aussi, et je trouve, donc on l'a pas mis parce que la manière de le dire entrait pas exactement dans le cadre de la série, mais elle a écrit un livre sur les trimards et autres mauvais garçons de 68, sur vraiment le prolétariat, le lumpen prolétariat de Lyon, qui participe pleinement à 68 et qui vont être d'ailleurs les premiers à être arrêtés. On ne touchera pas en quelque sorte aux étudiants de la bourgeoisie, mais eux, ces fils, souvent de l'assistance, qui se font attraper dans les manifs, eux sont très lourdement condamnés. Et en gros, ce qu'elle racontait là résonnait aussi beaucoup avec aujourd'hui, et la manière dont parfois dans le mouvement social, les mouvements sociaux précédents, on a peut-être, il n'y a pas eu de rencontre avec les quartiers populaires, rencontre qui a eu lieu en 68 à Lyon, dont parle Claire Ozias, et dont il est essentiel qu'elle ait lieu dans les prochains mouvements de lutte où on doit se retrouver avec les gens des quartiers populaires, les soutenir quand ils sont victimes de violences policières et les avoir avec nous dans les combats contre la sélection à l'université. Voilà. Donc c'était un témoignage qui n'y est pas, mais qui aurait mérité. Ce qui s'est fait d'ailleurs en partie à la manifestation, alors j'ai oublié les dates, mais celle qu'on a appelée la marée populaire, qui n'était pas forcément la grande marée qu'on attendait, mais où, de fait, et ça a été des discussions, voire quelques tensions, mais sans aller au-delà, on a eu des militants de quartier, notamment la famille d'Adama Traoré, qui était en tête de manifestation. Et c'était pas une évidence pour tout le monde, mais je pense que c'est super important, justement, ce type d'alliance, voilà, pour rappeler justement que les choses continuent et que même le printemps 2012 n'a pas duré qu'un mois, ne durera pas qu'un mois, et que ça continuera. Enfin, on espère bien. 2018, pardon. 2018. Je vous remercie tous les trois. Voilà, mai 68 n'a pas duré qu'un mois. C'est à retrouver donc sur Mediapart. Merci à vous.